Bon, je pense qu'on va commencer. Il est midi et 16. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce midi webinaire du SIX. Mon nom est Magali Girard. Je suis la nouvelle directrice générale du SIX et ça me fait bien plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Kathleen Fowler de Statistique Canada. On débute ce mois d'avril, cette série de midi webinaires avec une présentation d'une enquête de Statistique Canada sur la COVID-19 et ses répercussions sur le bien-être. J'ai dit série parce qu'il va y avoir aussi une autre présentation dans le cadre de nos midi webinaires le 12 avril qui va porter aussi sur une enquête de Statistique Canada sur la COVID-19 et ses répercussions en fait sur les expériences vécues pendant la pandémie. Et on va finir le mois d'avril avec une présentation sur les effets de la pandémie sur les travailleurs de la santé, toujours par Statistique Canada, le 19 avril en français et le 26 avril, cette même présentation en anglais. Voilà, je vous rappelle que cette conférence est enregistrée et sera bientôt disponible sur notre site web. Je vais inviter Mme Kathleen Fowler, qui est directrice adjointe du Centre de l'intégration et du développement des données sociales, à présenter. Mme Fowler me disait que sa présentation sera d'une durée d'à peu près 15-20 minutes, suivra une période de questions que je vais animer. Donc, je vous invite, dans le cadre pendant sa présentation, s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, de les noter dans le chat. Je vais faire mes devoirs là, pour passer au travers des questions sur le chat. Et pendant la période de questions, Mme Fowler sera accompagnée par 3 personnes de Statistique Canada pour répondre à vos questions. Il va y avoir Pierre Caron, Silane Boulet et Rahil Datou qui seront là aussi de Statistique Canada pour répondre à vos questions. Voilà, ce que j'ai dit que c'est ça, la conférence va être enregistrée. Alors, Mme Fowler, je vous invite à partager votre écran là, avec vos PowerPoints. Merci beaucoup, Magali. C'est vraiment Rahil qui va partager son écran pour moi. Et merci aujourd'hui pour l'invitation pour présenter notre enquête sociale canadienne, le ESC. Comme vous avez mentionné, ici avec moi sont mes collègues Rahil Datou qui gèrent les projets innovateurs dans notre centre, puis aussi Pierre Caron, directeur adjoint de méthodologie, et son collègue Silane Boulet qui gère les activités de méthodologie pour ce projet. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler et vous donner un aperçu de notre enquête sociale canadienne, le ESC, qui a commencé en avril 2021. Le prochain. L'omnibus, c'est quoi l'omnibus? Donc, vraiment, l'omnibus, c'est un outil de collecte pour remplir des besoins pour des indicateurs quand l'enquête complète n'est pas nécessaire pour une variété de clients. Donc, c'est quoi une enquête omnibus? C'est vraiment un outil qui nous laisse un mécanisme agile et souple qui permettent de produire rapidement des résultats liés à des groupes de variables intégrés dans différents domaines spécialisés. Donc, il y a de l'agilité, ça veut dire la capacité d'intégrer des blocs de contenu à la collecte et de les retirer selon les besoins et d'assurer une migration efficace des métadonnées d'une partie du processus de développement à l'autre. Il y a aussi de la souplesse. Ça veut dire la capacité d'ajouter un échantillon supplémentaire et ou de regrouper les données pour répondre à des besoins précis de granularité. Donc, c'est vraiment de regrouper des variables d'une règle à l'autre pour obtenir de la granularité. On a aussi la rapidité d'exécution et ça veut dire la capacité de passer de l'élaboration de contenu à la diffusion en 6 mois ou moins. Et dans le contexte d'une pandémie, c'est très important d'être rapide parce que des choses changent très vite. Prochaine.
Maintenant, je vais décrire les paramètres de notre omnibus. Notre population cible pour l'ESC, c'est les personnes qui vivent dans les 10 provinces et qui sont âgées de 15 ans ou plus. C'est une enquête trimestrielle et ça comprend environ 70 questions. Il y a à peu près 25% de contenu de base qui représente des questions sociodémographiques. Puis, il y a à peu près 75% qui c'est le contenu précis qui change d'une vague à autre, avec l'exception du contenu qu'on veut regrouper auprès des vagues. Pour l'échantillonnage, on utilise notre fichier de l'univers des logements, mais on a de l'expérimentation au futur pour changer cette méthode, pour nous aider à identifier plus de personnes éligibles. C'est une enquête transversale, donc c'est un échantillon différent à chaque trimestre. Et on commence avec 20 000 unités à chaque trimestre. L'intention, c'est d'être capable de faire de la désagrégation provinciale et aussi de la désagrégation selon des groupes d'âge, sauf que le groupe des personnes les plus jeunes, de 15 à 25 ans. Donc, pour notre calendrier de développement, on commence quand on a du contenu final et ça, c'est considéré comme le premier jour du projet. Après ça, on a fait un examen du contenu avec des individus face à face pour assurer que les questions mesurent ce qu'on veut mesurer et que les concepts sont bien compris. On fait aussi un examen de l'accessibilité avant le début du développement. Cette étape prend à peu près 25 jours. Après ça, on commence avec le développement d'une application électronique et ça prend à peu près 70 jours. Et puis, on fait la collecte. La collecte est de 6 semaines. On commence avec une invitation en papier avec une code sécurisé pour accéder à le questionnaire électronique et les personnes, les répondants peuvent répondre eux-mêmes. Après une certaine période de temps, on fait un suivi par téléphone pour les non-répondants. Donc, ça fait en deux parties. Une partie où les répondants peuvent le faire eux-mêmes et puis une autre pour la non-réponse par le téléphone. Jusqu'à ce point-ci, notre but, c'est d'obtenir un taux de réponse de 50% à chaque vague, mais on a excédé cet taux de réponse à chaque vague jusqu'à ce point-ci. On est à peu près plus proche à 60%. Prochaine. Donc, cet acétate vous montre les 4 vagues de cette année pour l'enquête sociale canadienne. La boîte en orange en haut démontre le contenu démographique standard, qui comprit la date de naissance et l'âge, le sexe à la naissance, genre, nombre de membres du ménage, la région géographique de résidence, lieu de naissance, citoyenneté, statut d'immigration et année d'immigration, l'identité autochtone, les questions de dépistage des handicaps, état civil, orientation sexuelle, éducation comme certificat, diplôme ou niveau le plus élevé obtenu, les activités principales, groupe de population et minorité visible, langue et puis statut conjugal. Donc, ces questions se sont posées sur chaque vague de l'enquête. Puis, le contenu sujet-matière change à chaque vague, sauf que les questions où on veut les regrouper
pour la granularité, mais ça, c'est plutôt pour de l'expérimentation pour l'année prochaine. Donc, comme j'ai mentionné, on avait commencé en avril 2021 avec une série de questions pour la santé, vraiment. Donc, le contenu est en vert. La santé auto-évaluée, santé mentale auto-évaluée, le stress, sentiment d'appartenance, la satisfaction de la vie, résilience, comportements liés à la COVID-19, les expériences avec la COVID-19, la vaccination et puis les intentions d'avoir les enfants. Cette itération a été diffusée en septembre 2021 et puis on avait commencé avec les autres vagues. La deuxième vague était la collecte a eu lieu en août 2021 avec une diffusion en novembre 2021. La troisième vague a eu lieu en octobre 2021 avec une diffusion le 21 février. La quatrième vague la collecte a eu lieu en janvier 2021 et on a une diffusion planifiée pour le 17 mai. Donc, comme tu peux voir, il y a une variété de différents sujets qui faisaient partie de l'enquête sociale canadienne. La plupart mettent l'accent sur les expériences pendant une pandémie et le COVID-19 et la qualité de vie pendant une pandémie. Donc, on a posé des questions sur la santé auto-évaluée et puis la santé mentale auto-évaluée pendant la deuxième vague, la troisième vague et la quatrième vague. Donc, ces questions peuvent être comparées autour des périodes de temps. Je ne vais pas lire tous les sujets qui ont été partie des vagues, mais tu peux voir les questionnaires sur notre site de Statistique Canada, qui est partagé sur un écran qui vient, une acétate qui vient. On a fait la collecte aussi avec des sujets matières qui viennent de notre enquête sociale générale. Par exemple, des sujets comme la participation à des activités en plein air, des activités culturelles, la satisfaction dans le domaine, l'utiliser du temps et la perception du temps. Ça, c'est dans la deuxième vague. Troisième vague, on a mis l'accent sur le stress, le sommeil, la satisfaction de la répartition des tâches de la ménage. Et pour la quatrième vague, on a aussi, comme la première vague, on avait posé des questions sur l'intention de fécondité, puis les changements dans le statut relationnel. Prochaine acétate, s'il vous plaît. Donc, pour notre première vague, l'accent était sur le COVID-19 et bien-être. Comme j'ai mentionné, on avait demandé des questions sur les sociodémographiques, la santé perçue, la résilience, les comportements liés à la COVID-19, les expériences liées à la COVID-19 et les intentions d'avoir les enfants. La période de collecte a été de 6 semaines, du 23 avril au 9 juin 2021, avec une réponse en ligne pendant 2 semaines suivie par les entrevues par téléphone. Prochaine étape. Comme j'ai mentionné auparavant, la population cible, c'est vraiment toute personne âgée de 15 ans et plus qui réside hors réserve dans l'une des 10 provinces du Canada. C'était une enquête transversale avec 20 000 logements et on a
utiliser une base de sondage qui comprit le fichier de l'univers de logement, fichier des indicateurs socio-économiques et le fichier du numéro de téléphone résidentiel. Prochaine acétate. Donc ici, j'ai mis les liens pour notre site sur le web pour les définitions, les sources de données et méthodes et les questionnaires. Donc, si vous voulez voir exactement l'ordre des questions et les détails de chacune des questions, vous pouvez les trouver à ces adresses ici. Prochaine étape. Donc, pour les premiers résultats de l'ESC1, la première vague, on a trouvé que les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de trouver la plupart de leurs journées assez ou extrêmement stressantes. Les personnes LGBTQ2+, étaient plus susceptibles que des personnes non LGBTQ2+, de déclarer se sentir assez ou extrêmement stressées la plupart des journées. Les personnes vivant avec des enfants ont éprouvé des niveaux de stress accrus depuis le début de la pandémie. Et les personnes en couple et les personnes LGBTQ2+, étaient plus susceptibles de déclarer des niveaux de stress plus élevés qu'avant la pandémie. On a trouvé aussi que près de 1 Canadien sur 5 âgés de 25 à 44 ans voulait avoir des enfants plus tard en raison de la pandémie. On avait fait une division sur notre quotidien qui est aussi disponible sur notre site web avec des informations plus détaillées. Prochaine étape. Il y avait aussi une étude sur les changements dans les intentions d'avoir des enfants en réponse à la pandémie de COVID-19. Le présent article donne un aperçu des conséquences possibles à long terme de la pandémie de COVID-19 sur les comportements en matière de fécondité dans les années à venir. À l'aide des données de l'enquête sociale canadienne, COVID-19 et bien-être, on examine si et comment les personnes de 15 à 49 ans ont modifié leur projet d'avoir des enfants en 2021 en raison de la pandémie, et si cela diffère selon les caractéristiques sociodémographiques. Les résultats montrent que 19% des personnes de 15 à 49 ans souhaitent maintenant avoir moins d'enfants que précédemment prévu ou avoir un enfant plus tard que précédemment prévu en raison de la pandémie de COVID-19. En revanche, 4% ont mentionné qu'elles souhaitent maintenant avoir plus d'enfants que précédemment prévu ou en avoir plus tôt que précédemment prévu. Planifier d'avoir moins d'enfants ou retarder le moment d'avoir des enfants en réponse à la pandémie de COVID-19 était plus fréquent chez les non-parents ainsi que chez les personnes appartenant à des groupes de population désignés comme minorités visibles. Comme le quotidien, cette étude est aussi disponible sur notre site web. Prochaine étape. Donc, c'est quoi après le ESC1? À ce jour, 3 itérations de l'ECS ont été publiées. Comme j'ai mentionné, le deuxième vague a été publié le 24 novembre, le troisième le 21 février, et on a une publication à venir le 17 mai 2022. En total, on a 8 itérations de l'ESC prévues. On a aussi, comme j'ai mentionné, la proposition de regrouper ou faire de pooling avec des données pour être capable de les désagréger d'une façon plus détaillée. On examine aussi des options pour remplacer quelques-unes des données des variables plutôt en utilisant des informations administratives au lieu de demander des questions directement des répondants. Prochaine étape. Donc, les premiers résultats du deuxième vague de l'ESC
m'a mis l'accent sur la solitude. Donc, c'est un indicateur du cadre sur la qualité de vie pour le Canada sur le domaine société. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la qualité de vie, vous pouvez consulter le lien dans la présentation que je vais partager. Cette étude a trouvé que plus d'une personne sur 10 au Canada se sent toujours ou souvent seule. Les jeunes femmes et les personnes n'étaient pas en couple affichent les plus hauts niveaux de solitude. Et près de la moitié des Canadiens qui se sentent seuls font état d'une santé mentale passable ou mauvaise. La prochaine étape. Les analystes ont préparé aussi une infographie encore disponible sur notre site web sur la solitude au Canada, en démontrant les proportions autour du Canada. On voit que les provinces atlantiques, 14% ont déclaré se sentir toujours ou souvent seuls. Le Québec, la même, puis Ontario, 13%, les Prairies, 12% et la Colombie-Britannique, 12%. Prochaine étape. Une deuxième infographie a été aussi préparée avec plus de détails, avec identifier la solitude n'est pas limitée à l'âge. On peut voir que les plus jeunes puis les plus âgés à déclarer se sentir toujours ou souvent seuls. Comme j'ai mentionné, les femmes déclarent des niveaux de solitude plus élevés que les hommes. Et les personnes qui se sentent seules font état d'une moins bonne santé mentale et d'un degré moindre de satisfaction générale à l'égard de vie. Les personnes mariées ou vivant une union libre ressentent moins de solitude. Et comme j'ai mentionné, les pourcentages de personnes ayant déclaré se sentir toujours ou souvent seules est plus haut pour les personnes pas en couple. Prochaine. Pour la troisième vague, les premiers résultats indiquent qu'environ 1 personne sur 5 au Canada travaille tout le temps à domicile. Les Canadiens qui travaillent tout le temps à domicile sont plus satisfaits de la quantité de temps passé en famille. Et la satisfaction à l'égard de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est la plus élevée chez les personnes qui travaillent tout le temps à domicile. Le titre du troisième vague était le bien-être, travail non rémunéré et temps passé en famille. Et il y avait aussi un article publié sur notre site web. La prochaine. Donc, on a mis ici un contact pour notre service à la clientèle si des personnes veulent accès aux produits de ESC. Il y a des options pour accéder les données par l'entremise des CDR ou par service d'ADTR. Il y a aussi des fichiers de micro-ordonnées à grande diffusion pour quelques-unes des projets reliés au COVID-19, mais à ce point-ci, pas pour le ECI précisément. Et puis, c'est possible aussi pour faire des demandes pour des totalisations personnalisées. Et là, pour terminer, voici mes informations si vous voulez me contacter pour plus d'informations sur notre omnibus. Donc, je vais demander à Rahil d'arrêter peut-être à partager son écran et s'il y a des questions, je suis prête. Merci, Mme Fowler. J'ai ouvert mon micro. Oui, on a quelques questions. On a 4 questions pour l'instant dans la section questions-réponses de notre Zoom. Fait que je vais y aller une après l'autre. Puis d'abord, merci pour votre
Votre présentation fort intéressante. Voilà la première question. Vous ne colligez pas la tranche de revenus parmi les questions sociodémographiques. Il serait aussi utile pour identifier des inégalités sociales de santé. Ça, cette question-là a été posée là, quand vous faisiez la liste des variables dans l'enquête. Donc, je vais peut-être demander à peut-être Pierre ou Silane à parler de nos plans selon les revenus. Silane? Je peux parler de nos plans un petit peu. C'est vrai, on n'a pas inclus les questions sur le questionnaire, mais on espère toujours rajouter le revenu aux enquêtes par appariement en utilisant les données fiscales qu'on reçoit de sources de données administratives. Donc, c'est une étape qu'on va étudier cet été. Ça devrait marcher. Puis, une chose que ça va nous permettre de faire, c'est non seulement d'avoir des tranches de revenus, mais aussi aller chercher les types de revenus. Donc, dans le contexte d'une enquête sur la COVID-19, ça veut dire chercher, par exemple, qui a reçu la PCU contre qui n'a pas reçu la PCU. Donc, même si ça prend plus longtemps avant d'avoir les données, vu que c'est de sources administratives, on va pouvoir aller chercher des détails additionnels qu'on ne serait pas capable en rajoutant des questions puis en ayant un questionnaire qui devient de plus en plus long. Est-ce que ça répond à la question? Je dirais que oui, mais je vais inviter la personne à continuer le chat ou à prendre le micro si jamais elle veut. Il y a un complément. Bien, dans le fond, je vais y aller avec une question qu'il y avait. Là, vous avez répondu, je pense, à la question parce qu'on demandait si ces données d'enquête-là pouvaient être jumelées avec d'autres bases de données, avec une clé de classement. Donc, la réponse, c'est oui. Oui, en effet. Et peut-être que je peux donner plus de détails là-dessus aussi. Une des choses qu'on veut faire avec la première itération de l'enquête, c'est de regarder à quel point on peut faire des études longitudinales appariées avec cette enquête-là en utilisant des données administratives. Donc, en regardant le revenu sur une période avant COVID et éventuellement, disons, dans 10 ans, en regardant le revenu après COVID, voir si la période COVID où on a fait l'enquête, s'il y a des facteurs qu'on voit à ce moment-là qui ont des répercussions plus tard. Donc, ça va être quelque chose qui va devenir intéressant aussi, je l'espère. Donc, pour mieux étudier finalement les gens qui ont répondu au questionnaire, puis voir un peu dans le temps. Puis là, peut-être j'embarque avec ma propre question là, sur les avantages, les inconvénients de cette méthodologie-là, d'y aller des sondages omnibus. L'avantage, je vois vraiment qu'on répond rapidement à des questions d'actualité, dans ce cas-ci, la COVID-19. Puis l'idée d'apparier avec des données pour en faire un suivi dans le temps, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous diriez au niveau de la méthodologie? Quelles sont les réserves, ce sur quoi les chercheurs devraient faire attention lorsqu'ils veulent analyser ce type de données-là, vu la méthodologie qui a été utilisée? Sur quoi on devrait faire attention quand on veut faire l'analyse et l'interprétation de nos résultats? Pour le moment, on a juste l'enquête elle-même. Oui. Donc, on peut analyser l'enquête elle-même. Et puis, la seule chose que je dirais qui est peut-être particulière à l'enquête omnibus, c'est que le contenu change d'une itération à l'autre et des questions plus subjectives peuvent être influencées par le reste du contenu alentour de cette question-là. Donc, je dirais peut-être d'en tenir compte ou au moins de considérer cette possibilité-là si on regarde une question qui est vraiment demandée à plusieurs itérations. Pour ce qui en est des plans plus expérimentaux qu'on veut regarder avec l'appariement et les questions longitudinales, je pense que là, on a beaucoup de développement à faire avant d'être vraiment capable de savoir ce que ça va donner. Parfait. Merci. Je vais poser une autre question là, qui a été demandée dans la section questions-réponses du Zoom. Quelle source utilise votre fichier de numéros de téléphone résidentiel? S'agit-il d'avoir une liste de numéros de téléphone possibles associés à une adresse? Oui, je peux rester sur cette question-là parce qu'on s'en occupe du côté méthodologique aussi. On a justement une liste de numéros de téléphone associés à chaque adresse. On utilise, je pense, jusqu'à 3 numéros de téléphone pour chaque adresse pour essayer de faire la collecte. Et les numéros proviennent de plusieurs sources.
on a des sources externes, des listes de numéros de téléphone qui nous viennent de plusieurs compagnies qui varient selon la province. Et puis aussi des sources internes, telles que des numéros de téléphone qui proviennent du recensement que les gens nous ont donné lors du recensement. Donc, c'est combiné puis priorisé selon la source qui est la plus récente ou qu'on connaît qui est le plus à jour. Merci. Je continue avec une autre question. Vos recommandations de pooling pour l'analyse sont-elles détaillées? Exemple, si on veut travailler au niveau des régions du Québec, combien de vagues devraient être poolées ou est-ce plutôt une recommandation générale? Ben, en ce moment, nos recommandations ne sont pas encore très bien écrites. On sait qu'on peut faire du pooling, mais on n'a pas des recommandations qui sont très, très précises. J'aime bien avoir la question parce que ça fait partie de ce qu'on veut écrire là, prochainement de nos objectifs pour les prochains mois. Donc, de savoir qu'il y a de l'intérêt pour, disons, des régions du Québec, ça nous donne une idée de ce qu'on va vouloir inclure dans notre documentation quand on y arrive. Mm-hmm. Merci. On avait une question sur l'enregistrement de la présentation en ce moment. Il y a Pascal, notre conseillère en communication, qui voulait répondre. Oui, alors l'enregistrement, la présentation sera disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours et il va y avoir également un lien dans la section événements midi webinaire sur notre site web pour vous rendre directement à la présentation. Donc, donnez-moi une petite semaine pour tout mettre ça en ligne, là, mais ça va être disponible très bientôt. Et si vous voulez vous abonner à notre infolettre, on va l'annoncer dans la prochaine infolettre du mois d'avril avec le lien. Donc, je vous invite à aller sur notre site web et vous inscrire à notre infolettre. Merci, Pascal. J'ai une autre question, toujours dans la section, sur les appariements de données. Comment sont ou seront réalisés les appariements des données de l'ESC avec d'autres sources de données et lesquelles envisagez-vous utiliser? OK. Donc, comme partie des questionnaires de l'ESC, on avait posé des questions sur le nom, la date de naissance et la code postale des répondants pour qu'on puisse faire les appariements. Mais chaque appariement doit être approuvé par notre organisation, pour faire l'appariement. Donc, c'est vraiment par projet et pas en général, sauf que les appariements qu'on va faire pour le revenu. Donc, à ce point-ci, l'appariement avec le revenu, c'est le seul que je prévois, mais pour des autres personnes qui veulent faire des analyses, ils peuvent demander d'un projet à l'autre pour les appariements avec des autres fichiers. Merci. Je vais juste voir s'il n'y a pas... Oui, on a une autre question. Il y a peu d'informations sur l'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres bases de données qui pourraient bien compléter celle-ci? Mon expérience n'est pas vraiment avec l'emploi, mais je sais que notre enquête sur la population active comprend des questions sur l'expérience pendant la pandémie. Je peux chercher plus d'informations et partager avec le groupe, mais je n'ai pas les détails sur l'emploi. OK, parfait. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas d'autres questions dans la section questions-réponses. Je voulais vous remercier pour votre présence, Mme Fowler, puis on va conclure juste en rappelant aux gens qu'il y a une autre présentation là, de Statistique Canada le 12 avril dans le cadre de nos webinaires, midi webinaires, qui va porter sur les expériences vécues pendant la pandémie. Puis, on va avoir aussi une autre présentation le 19 et le 26 avril, 19 avril en français, 26 avril en anglais, sur les effets de la pandémie sur les travailleurs de la santé. Je vous remercie tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui, puis je vais vous souhaiter une bonne fin de journée.